Constitutionnel. Jonathan Batenguene, je vais commencer par vous, peut-être avant de rentrer dans les questions spécifiques, une fois de plus, autour de ce projet de nouvelle constitution. Vous avez plusieurs fois déjà observé justement ce type de faits ou d'événements dans des pays récemment, pour ne pas citer, on a eu du côté de l'Afrique de l'Ouest également, ce type de projet. Ici en République centrafricaine, il y a eu, l'on ne saurait parler de cela sans tenir compte de tout ce qu'on a pu dire sur l'organisation de ce référendum constitutionnel, non seulement à travers des médias, à travers les analystes politiques. Une semaine s'est déjà écoulée, tout semble très bien se passer. On a l'impression, en tout cas, on peut confirmer qu'on fait face là à un peuple mature qui, effectivement, comme on a l'habitude de le dire, semble savoir où est-ce qu'il est en train d'aller, justement, à travers ce référendum qui est convoqué. Tout à fait. On a affaire avec un peuple mature. Vous savez, le peuple centrafricain est en train de réagir positivement à tous les outils de technologie de campagne qui sont généralement mis en place par les appareils politiques lors des événements du genre. Les événements du genre, ça peut être le scrutin comme celui qu'on prépare, ça peut être l'élection locale, ça peut être l'élection présidentielle. Et chaque fois, on mobilise des éléments du marketing politique. Et le président Faustin Archange Touadéra pense que une démocratie contemporaine, une démocratie africaine, ne doit pas forcément s'éloigner des canons déjà tracés. On n'invente pas la roue, comme on dit. Elle peut s'inspirer de ce qui existe et proposer simplement une touche originale. On a vu, par exemple, l'annonce et la préparation de l'ouverture de la campagne. Ça se passe ainsi dans toutes les grandes démocraties. On a, pendant la préparation, évité, même lorsqu'il y avait des débats qui étaient afférents au projet de constitution, on a évité d'entrer dans le fond du sujet. Pourquoi? Parce que la campagne n'était pas ouverte. Et c'est en respect de la loi électorale. Ce n'est pas seulement une disposition réglementaire, c'est une disposition constitutionnelle. Et lorsque cette loi électorale encadre le débat dans la campagne, cette loi électorale donne la possibilité aux différents acteurs de venir sur le terrain pendant une certaine période pour faire la promotion de leurs avis ou bien de leurs candidats. Et dans le cas de ce référendum, on a vu que le 15 juillet dernier, le président Touadéra a lancé l'ouverture de la campagne. Et lors de ce meeting d'ouverture, il s'est comporté exactement comme un homme politique qui est patron d'une formation politique et qui porte un idéal. Il est venu auprès de son électorat, auprès de ceux qu'il a conquéris. Il a proposé la panoplie d'arguments qui étaient à sa faveur et il leur a dit: moi je souhaite que vous votiez le oui. Et à l'occasion de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Bien avant, il a institué une direction nationale de la campagne. Mais la direction nationale de campagne qu'il a instituée est une direction nationale de campagne qui n'a pas pour but de venir imposer le oui aux citoyens. Vous vous souvenez, pendant le discours du 14, il a été clair. Le discours du 10 à l'Assemblée nationale, il a dit: allez-y, mais permettez à tout le monde de faire la promotion de ses idées. Ceux qui sont opposés, laissez-leur parler de ce qui est leur appréciation de ce projet. Et la direction nationale de campagne, elle-même, a pris sur elle d'encadrer cette promotion des différents idéaux. Et dans ce cadre, je crois que le ministre de la Jeunesse, qui certainement va nous rejoindre, le ministre de la Jeunesse, nous a parlé de cet opposant qui sillonne les rues et propose un avis contraire à celui du président, parce que le président est bien sûr le patron de l'équipe du oui. Il dit à tous ses lieutenants: allez prêcher l'évangile du oui dans tout le pays. Et celui-là qui vote en faveur du non, lui également va dans le pays, sillonne la capitale Bangui, peut-être avec ses moyens, parce que quand on parle de marketing politique, ça dépend des moyens. Les citoyens ne doivent pas croire que c'est parce qu'il est lésé par l'État. Non, quand vous vous engagez en politique, il y a aussi la question des moyens. Si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer pour aller à Berberati, comme le président l'a fait le week-end, eh bien, ça dépend de vos moyens. Vous battez campagne là où vous vous trouvez. Donc, cet opposant qui n'a, évidemment, on le voit, que les moyens de se déployer à Bangui. Il sillonne Bangui. Il va dans les quartiers qui lui sont
qui lui sont favorables. Plus ou moins acquis, oui. Oui, parce qu'il sait que même dans les quartiers où les gens sont déjà acquis au oui, il a déjà une idée. Quand il arrive là-bas, les populations seront un peu hostiles. On va même lui dire non, non, nous on veut pas ton discours, mais c'est pas la direction nationale de campagne qui l'empêche de battre campagne. C'est les électeurs qui ont déjà un parti pris et qui ne souhaitent pas que sur leur territoire, on vienne leur chanter un nouveau son de cloche. Le président a laissé donc le libre choix à chacun d'aller battre campagne. Et dans le marketing politique, on voit que l'équipe du oui se déploie avec des moyens alors là impressionnants. Cette équipe est constituée d'ailleurs de citoyens qui pour la plupart se reculent dans le parti au pouvoir et dans la coalition du parti au pouvoir, même dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition démocratique. Et ces derniers mettent leurs moyens à l'effet d'aller dire aux populations, votons pour le oui. J'ai croisé une jeune fille qui, il y a quelques jours, me disait, c'est comme si le oui, là, on va seulement nous imposer ça. Elle dit, partout où tu passes, on ne parle que du oui. Ouais. Donc, pourquoi elle a cette impression? C'est pour nous qui avons fait un peu de marketing, c'est la preuve que la campagne prend véritablement auprès de la population. Parce que partout où vous passez, on appelle ça généralement les techniques de guérilla marketing, partout où vous passez, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous dit, est-ce que tu as pensé au oui? C'est oui, hein, le 30 juillet, c'est oui. Donc, ce oui est tellement récurrent dans l'espace public qu'on a l'impression que c'est un seul camp qui se déploie, alors qu'il y a également l'autre camp qui est sur le terrain. C'est juste que on comprend finalement que grâce aux technologies de marketing, lorsque les Africains ont un projet à défendre et qu'ils mettent en application les techniques du marketing politique, ça marche évidemment comme dans les autres pays. Et aujourd'hui, quand vous regardez les meetings, c'est la conséquence de tout ça. C'est que les populations qui écoutent le débat, qui élèvent leur niveau de compréhension autour de la Constitution à partir des débats, pas seulement ici, hein. J'ai suivi sur plusieurs radios, il y a des débats, il y a même ces opposants radicaux qui vont dans ces débats, qui affrontent. Moi, j'ai suivi le professeur Iyabela, c'est ça, Iyabela, oui, qui affrontait carrément deux cadres de l'opposition sur une radio. Et il a réussi carrément à inverser la tendance sur le plateau, si bien que le journaliste, à la fin, semblait un peu plus favorable au oui. Il comprenait que les arguments en faveur du oui étaient beaucoup plus consistants que les arguments en face. Ça participe de la vitalité démocratique. C'est à ça qu'on assiste. Et les populations que vous voyez dans les meetings, c'est simplement la conséquence de tout ça. C'est que lorsque la campagne est bien menée, lorsque les acteurs présentent très clairement leurs idéaux, présentent très clairement les raisons, les mobiles du vote à la population adhère. Et les meetings sont bondés quand il y a les meetings, les partisans du oui, parce que la population finalement se dit, c'est le oui qui doit être la solution à notre pays. Il y a une prise de conscience grâce au marketing politique. Ça participe effectivement à ce que vous avez appelé la maturité politique du peuple centrafricain. En quelques secondes, justement, en parlant de ce marketing politique, un autre constat, c'est que malgré justement ces attaques, parce qu'il faut insister également là-dessus, on se rend compte que ces messages négatifs n'ont plus pris le dessus durant ces derniers jours. On se souvient que non seulement cela a été fait par des analystes, comme on l'a dit, des médias occidentaux, mais même certains médias centrafricains peut-être basés de l'autre côté. Mais depuis un moment, on a l'impression en tout cas que ces derniers pourraient être à court d'arguments. À court d'arguments, mais il y a surtout un argument marketing qui a tué leur discours. Vous savez, pendant longtemps, on a vu, là, comme le grand frère Ndo même souvent le dit, le feu qui représente la connaissance. On a vu la connaissance comme étant le monopole des leucodermes, les blancs, au sens littéral du terme. On disait que c'est le blanc qui connaît. Donc quand on voyait un blanc, même s'il dit des bêtises, pour nous Africains, c'était des paroles d'évangile. On était prêt à sa plaventerie, à lui dire vraiment, qu'est-ce que tu souhaites qu'on fasse après? Et de plus en plus, il y a un challenge sur le plan du débat d'idées, qui est porté non pas par l'ancienne garde africaine, mais par les jeunes. C'est vous, Madame Doumbé-Siké, c'est vous, Madame Cassandra, c'est nous, ici sur ce plateau. Quand le jeune centrafricain voit que, hey, ceux qui décryptent l'actualité internationale, c'est des Africains comme nous. Et comprennent que, mais attends, Philippe Doucet, ce n'est pas un dieu. C'est peut-être un blanc qui dit des choses, mais il peut dire des choses qui ne sont pas sensées. Et ils voient que quand nous nous décryptons et que nous donnons
du sens à ce qui se passe ici et qu'il voit que ça correspond à ses réalités. Et il dit, mais en fait, celui qui se trompe, c'est ceux-là. Ce qui se passe dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que nous avons démystifié le mensonge de l'occidental comme mythe. L'Occident n'est plus un mythe. Nous avons tué le mythe de l'Occident. Quand l'Occident est regardé aujourd'hui par beaucoup d'Africains, ils ne voient plus dans l'Occident la source éternelle des solutions. Ils voient dans l'Occident aussi la source des malheurs. Parce que nous avons réussi à mettre en exergue les faiblesses de cet Occident, mais aussi ses envies, son orgueil, ses vices dans ses relations avec nous. Et ça fait quoi? Ça permet que cette démystification du rapport à l'Occident fait que le jeune centrafricain n'a plus de complexe quand il reçoit l'information. Il a le courage de remettre à la critique de la raison l'information qu'il reçoit d'un média. Moi, j'ai constaté, par exemple, notre chauffeur, celui qui nous ramène ici. Remarquez les premiers jours, quelle était la chaîne qu'il écoutait le plus? C'était RFI. Quand on était dans la voiture, le premier jour, je me souviens que je lui rappelais que moi, je n'aime pas quand on écoute RFI. Mais il écoutait RFI. Mais depuis un temps, quelle est la chaîne qu'il écoute? C'est lui, par contre, qui, aujourd'hui, me donne les rediffusions des débats que nous tenons ici. Ça veut dire que chez lui également, il y a une prise de conscience. C'est pour nous qui sommes dans l'analyse du social, c'est un indicateur fort. Ça veut dire que même les jeunes d'ici comprennent que quand tu écoutes cette affaire-là, c'est du charabia qu'on te raconte et il serait mieux de te mettre au parfum des choses en écoutant les débats internes. Nous avons réussi, nous Africains, à inverser la vision de beaucoup d'autres. Et ça, c'est un succès que nous devons mettre sur le crédit de toute l'Afrique. Parce que ces populations qui vont au meeting, c'est des gens qui ne vont plus écouter RFI comme si c'était le pape qui leur parlait, du moins dans leur conception, hein, le pape qui leur parlait. Ils vont dire, bon, ceux-là aussi, ils sont capables de mentir. Ceux-là aussi, parfois, ne connaissent pas nos réalités mieux que nous. Et quand ils vont suivre des débats où on leur parle de leur réalité, où ils vont voir leur ministre qui leur explique parfois des réalités sur le terrain qui ont été vécues par eux, ils se disent, voilà la vérité et nous voulons davantage travailler sur cette vérité. C'est une inversion du schéma de vision qui s'est produit et nous disons bravo au peuple centrafricain parce que ne plus écouter ces médias, c'est déjà faire un grand pas dans la souveraineté mentale. Parce que là, la souveraineté mentale, elle est plus précieuse parfois que la souveraineté politique parce qu'elle préside à la souveraineté politique. Lorsque vous n'êtes plus colonisé mentalement, vous vous souvenez de la musique de Bob Marley, de mental slavery, l'esclavage mental. Quand vous êtes un esclave mental, vous êtes éternellement un esclave. Mais quand vous vous libérez mentalement, comme l'a fait le peuple centrafricain, eh bien, vous êtes prêt à aller conquérir votre souveraineté. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.